Il y a la France que vous connaissez, avec ses monuments incontournables, ses paysages à couper le souffle et ses magnifiques villages. Mais derrière ces lieux se cache parfois une France plus secrète, plus étonnante et inquiétante. Et si nous découvrions l'envers du décor, la face cachée de notre pays? Prophéties de fin du monde, miracles inexpliqués, reliques mythiques ou encore trésors inestimables, de nombreux lieux de notre pays sont les témoins d'histoires extraordinaires qui défient l'imagination. Aux quatre coins de la France, ces lieux aussi incroyables que méconnus vont jeter le trouble sur nombre de nos certitudes. Savez-vous que c'est à Chinon que va se forger la légende de Jeanne d'Arc? Nous allons découvrir la face cachée de ce personnage mythique et énigmatique que nous croyons tous connaître. On la verrait comme la prophétesse qui sauverait le royaume de France. À Rennes-les-Bains, dans le sud de la France, nous tenterons de percer les secrets d'une précieuse tombe antique. Pour cela, nous suivrons le mystérieux jeu de piste laissé par un prêtre de la région. Est-ce que cet homme extrêmement érudit, à travers une œuvre qui semble complètement délirante, a voulu faire passer un message? Qu'est-ce qui, pendant près de 8 siècles, a attiré les pèlerins en masse à Fécamp? Nous allons découvrir l'histoire extraordinaire d'une inestimable relique que certains assimilent même au Saint Graal. Elle a, dans l'esprit médiéval, une valeur beaucoup plus importante que n'importe quelle autre relique concernant un saint traditionnel. Quels secrets renferment les monumentales arènes de Nîmes? Une vérité qui va bouleverser nos certitudes sur les fameux combats de gladiateurs. Quand on voit le film des gladiateurs, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui sont capturés, on va les jeter comme ça, pratiquement sans aucune préparation dans l'arène. Des gens qui ne sont pas faits pour ça. On est très loin de la réalité. Que pouvaient bien chercher les Allemands à Falaise durant la Seconde Guerre mondiale? Les Allemands se sont intéressés de très près au château de Falaise. Pourquoi? Point d'interrogation. Gros mystère. On sait que les Allemands repartent avec plusieurs caisses scellées dont on ne trouve plus trace depuis. De l'Antiquité à la Seconde Guerre mondiale, partons à la découverte des énigmes et trésors cachés de France. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité ce soir, la fin du monde. Un site en France échapperait à l'apocalypse. Connaissez-vous Bugarache? Une rumeur dit que ce village sera le seul à échapper à l'apocalypse en 2012. Ce serait le seul endroit sur Terre à rester intact, même après la fin du monde. Décembre 2012, dans le sud-ouest de la France. Le petit village de Bugarache est au centre de toutes les attentions. En cause, des prédictions basées sur le calendrier Maya. Elles affirment que le 21 décembre 2012, le monde va sombrer dans l'apocalypse. Certains ont dit que ce serait la fin du monde. Et à partir de là, ils ont cherché des refuges, des lieux qui seraient épargnés par cette apocalypse annoncée. Et dans certains milieux, il a commencé à se dire que Bugarache serait un des endroits épargnés par l'apocalypse. Et cela notamment grâce aux propriétés extraordinaires de la montagne qui surplombe ce village. On la nomme le Pec de Bugarache. En 2012, il y avait une espèce d'attente irrationnelle qui consistait à dire que le Bugarache allait s'ouvrir en deux et que du fond de ses entrailles allait surgir un vaisseau qui allait emmener les survivants, etc. ailleurs. Sur Internet, cette rumeur fait rapidement le tour du monde. Une information insolite qui ne manque pas d'attirer l'attention de nombreux journalistes. Et donc il y a eu un emballement médiatique, surtout autour de cet événement. Les autorités affirmaient redouter un afflux massif d'illuminés ici. En fait, des illuminés, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 2 qui se sont promenés dans le village. Par contre, les chaînes du monde entier sont venues filmer ce grand non-événement de l'histoire récente. Il ne s'est finalement rien passé de spécial le 21 décembre 2012 à Bugarache. En revanche, ce n'est pas un hasard si ce lieu a fait l'objet de cette prophétie apocalyptique, car cette montagne est entourée d'un voile de mystère.
Cette montagne de Bugarache, elle intrigue beaucoup de personnes. On a un certain nombre de visiteurs qui affirment qu'ils ont un ressenti très particulier quand ils s'approchent de la montagne. On voit plus le temps passer, ou d'un seul coup la météo change très brutalement, donc il se passe des choses qui sont un petit peu bizarres. Donc c'est une montagne qui est un petit peu mystique, en quelque sorte. Les histoires les plus étranges circulent sur le pec de Bugarache, et notamment sur ce que recèleraient ses sous-sols. Certains affirment qu'ici serait dissimulée une immense base extraterrestre. D'autres pensent que la montagne abriterait d'inestimables trésors. D'autres, enfin, sont persuadés que s'y trouve une porte d'entrée vers un obscur monde souterrain. Alors qu'en est-il vraiment? S'agit-il de simples légendes? Pourquoi cette montagne attire-t-elle autant le mystère? Le pic de Bugarache impressionne déjà par sa taille. Il s'agit du plus haut sommet de la région. L'aspect aride et tourmenté de la cime de cette montagne la rend à la fois inquiétante et attirante. C'est ce qu'on appelle une montagne inversée. C'est-à-dire que les couches géologiques les plus anciennes sont au sommet de la montagne et les plus récentes sont plus en profondeur. C'est quand même assez rare. Et en plus, on est ici au pied d'un pli en fait, géologique important qui est le grand chevauchement nord-pyrénéen. Donc objectivement, il s'est passé des choses ici extrêmement violentes au moment de la formation des Pyrénées, au moment où la plaque ibérique remonte sur la plaque européenne. Et cette montagne-là, elle est porteuse de tout ça. Peu avant l'arrivée de l'homme sur Terre, la plaque ibérique a heurté la plaque européenne. Ce sont donc ces forces telluriques inimaginables qui ont sculpté le pic de Bugarache. Et ce n'est pas sa seule caractéristique. Quand on monte au sommet de la montagne aussi, on est souvent pris dans les nuages avec des phénomènes optiques solaires très particuliers. Je connais des témoins sérieux qui, de première main, m'ont dit qu'ils ont vu des phénomènes inexpliqués de l'ordre d'objets, de l'ordre de phénomènes lumineux au sommet de la montagne ou quand ils se promènent aux alentours. Et ça, c'est assez fréquent. Il y a quand même beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. De nombreuses personnes dans la région sont persuadées que ces apparitions étranges et ces phénomènes inexpliqués sont en réalité des ovnis. Souvent, le Bugarache subit une météo très particulière qui fait qu'il est souvent coiffé, on dit, donc il est couvert de nuages. Donc pour plein de gens, c'est propice à imaginer que ça sert à dissimuler des manœuvres d'ovnis, évidemment. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus spéculatif. Une croyance qui s'est d'ailleurs largement répandue sur Internet. De nombreux blogs et sites font même circuler d'étranges images. Il y a tout un tas de gens qui filment même la montagne quasiment en continu, qui après vont faire des ralentis à partir des vidéos enregistrées et qui vont déceler des objets qui bougent beaucoup plus vite que ne peut le voir le regard humain. Donc au fil des années, c'est cristallisé tout un faisceau de croyances affirmant que peut-être aussi dans la montagne il y avait une base extraterrestre. Si le phénomène ovni de Bugarache semble relever du fantasme, il existe en revanche une autre histoire très troublante. L'affaire Daniel Betex. Daniel Betex, il n'est pas du tout originaire de la région, c'est un Suisse, et il s'intéresse de près au sujet du catharisme. Le catharisme, un mouvement religieux chrétien considéré par les catholiques comme une hérésie et qui a engendré bien des légendes. Il est venu ici pour creuser ce dossier de l'histoire des cathars et il a été mis sur la piste du Bugarache qui pourrait renfermer un secret, quelque chose de très important. Les recherches de Daniel Betex vont s'étaler sur plusieurs années et finalement le mener vers toute autre chose que le catharisme. Là, ça l'aurait renvoyé sur quelque chose de beaucoup plus mystérieux, ésotérique, lié au mythe de l'Agartha, c'est-à-dire de la Terre creuse. C'est un royaume souterrain, un royaume qui serait habité par une civilisation qui nous aurait précédé dans l'histoire de la Terre, mais dont on aurait oublié le souvenir. Une civilisation qui nous dépasserait du point de vue de son savoir et de ses connaissances, notamment connaissances spirituelles. Alors le pic de Bugarache abriterait-il dans ses sous-sols une porte d'entrée vers ce monde souterrain ésotérique ? C'est en tout cas ce que semblait penser Daniel Betex. Betex va commencer à explorer les cavités qui se trouvent sous le Bugarache. Il va se persuader que dans les entrailles de la montagne se trouverait un accès au mythique royaume de l'Agartha. Plusieurs témoins ici peuvent confirmer que ce monsieur venait régulièrement effectuer des fouilles dans les flancs du mont Bugarache. Pendant plusieurs années, Daniel Betex va ainsi fouiller les entrailles de la montagne
à la recherche de cet accès, mais aussi le petit village de Bugarache. Dans les ruines du vieux château, il va faire une découverte étonnante. Alors on est ici dans les salles basses du château, devant les graffitis qu'a mis au jour Daniel Betex. Des graffitis assez mystérieux. Pour Daniel Betex, cette découverte est capitale. Il va ainsi demander à un architecte de faire un relevé précis de ces étranges graffitis. En effet, l'homme est persuadé que ces symboles sont de précieux indices qui peuvent le guider vers le secret de Bugarache. Quand on les regarde, on observe par exemple une étoile à 5 branches, un pentacle. Betex va considérer que ce pourrait être un point de repère astronomique pour arriver au fameux point qu'il recherche. Une autre inscription va aussi retenir toute l'attention de Daniel Betex. Il s'agit de ce petit bateau. Pour lui, ça ferait allusion au secret de la montagne, au secret du Bugarache. Plusieurs légendes évoquent en effet l'existence d'une rivière souterraine qui parcourrait les entrailles de la montagne. Un autre lieu dans le village de Bugarache va retenir l'attention de Daniel Betex, sa petite église. Dans ce lieu saint se trouve un étrange vitrail. Ce vitrail est très mystérieux, puisqu'en effet, contrairement à tous les autres vitraux de cette église, il n'a rien de religieux. C'est un vitrail insolite qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Quand on le regarde, on voit donc une barque qui se déplace sur un fleuve aux eaux très sombres, très obscures. On voit c'est des eaux qui sont quasiment noires. Ce bateau qui navigue sur des eaux sombres rappelle étrangement le graffiti découvert dans les ruines du château. S'agit-il d'une coïncidence? Ça fait 2 fois qu'on va nous parler de bateau. Et Betex est persuadé que ce qu'il est en train de dégager va le conduire à toute une partie de rivière souterraine navigable. Sur le mât du bateau peint sur le vitrail, on peut aussi distinguer un autre détail étonnant. C'est un motif qui a été emprunté à une carte du tarot, la roue de fortune. Ce nom, roue de fortune, il évoque peut-être cette fameuse quête d'un trésor caché dans les entrailles de la montagne. Un trésor caché, une rivière souterraine. Daniel Betex sait désormais ce qu'il doit chercher dans les sous-sols du Pec de Bugarache. Et l'homme ne va pas tarder à découvrir une obscure galerie qui semble parfaitement correspondre aux indices qu'il a recueillis. Sur ce croquis réalisé de la main de Daniel Betex, on peut en effet constater que le Suisse avait fini par découvrir une rivière souterraine d'eau chaude à 36 degrés. Mais ce n'est pas tout. Il avait aussi découvert quelque chose d'encore plus troublant. On sait qu'effectivement, au bout de la galerie, il y avait une rivière et que cette rivière, à l'endroit où il cherche, où il est arrivé, il y a une sorte d'embarcadère. Des pierres sont assemblées comme un quai. Betex est parti sur l'idée que ce quai pouvait servir pour être un embarcadère et que des bateaux emmènent des gens dans les souterrains sous la montagne. Mais pour aller où? Vers un autre monde? Vers un trésor inestimable? Au mois de février 1988, Daniel Betex annonce à ses proches qu'il arrive au bout de ses recherches. Betex est de plus en plus fébrile par rapport à ses recherches. Fin des années 80, il va affirmer qu'il est sur le point de faire une découverte tout à fait sensationnelle. Et c'est à ce moment-là qu'il va trouver la mort, dans des circonstances très mystérieuses, à la limite de l'inexplicable. Daniel Betex se serait dévitalisé, séché. Voilà. Donc il serait mort sec. La disparition énigmatique de ce personnage va faire naître les spéculations les plus folles. Betex, effectivement, a trouvé quelque chose d'un petit peu interdit aux vertus peut-être magiques dans la montagne et que c'est suite à cette découverte qu'il aurait trouvé la mort. Mais alors, qu'est-ce que Daniel Betex aurait pu trouver dans la montagne pour mourir dans des conditions aussi étranges? Certaines légendes prétendent en effet que le Bugarache abriterait une relique inestimable. Certains considèrent que ce nom de Bugarache, il vient de Bug de l'Arche. Le Bug de l'Arche, ça serait la montagne de l'Arche d'Alliance, donc ce coffre mythique évoqué par la Bible. C'est
assez cohérent avec le fait qu'il aurait pu trouver effectivement cet objet, cette arche d'alliance, puisque c'est quelque chose dont la tradition dit qu'on ne peut pas le toucher sans en être profondément endommagé physiquement. Daniel Betex avait-il découvert ce coffre mythique dans les entrailles de la montagne? C'est ce qu'auraient essayé de découvrir par la suite les membres de la Société d'études Qatar, avec laquelle le Suisse était en lien. Mais en vain. Il semblerait que certains aient voulu y voir un peu plus clair, essayer de convaincre les autorités qu'il y avait eu un événement insolite ici à Bugarach et qu'il fallait donc poursuivre les recherches entreprises par Betex. La réponse est sèche, claque comme un coup de fouet. Non, il n'y aura plus de fouilles faites à cet endroit. Et à partir de là, on nous dit que l'endroit a été obstrué, semblerait-il, avec du béton armé, pour que plus personne ne puisse y descendre. Fin de l'histoire de Daniel Betex. Encore aujourd'hui, l'affaire Betex reste un mystère inexpliqué. Mais un autre personnage, le célèbre écrivain Jules Verne, semblait lui aussi connaître les secrets de Bugarach. Jules Verne qui, selon certains, serait un initié, c'est-à-dire qu'il aurait fréquenté certains cénacles occultes, ce qu'on appelle des sociétés secrètes, au sein desquelles il aurait acquis un certain savoir concernant plusieurs mystères répartis sur le sol français, et notamment le mystère de Bugarach. Dans un roman peu connu, Clovis d'Ardentor, Jules Verne fait clairement référence à la montagne. En effet, l'un des personnages de son roman se prénomme le capitaine Bugarach. Jules Verne semble faire allusion à la montagne. Il semble d'autant plus faire allusion que les capitaines, c'est un hameau qui est tout proche du massif de Bugarach. Donc on a là un premier élément qui nous laisse penser que ce n'est pas un hasard s'il cite ce nom de Bugarach. Le capitaine Bugarach est quelqu'un auprès duquel il est difficile de monter. Il y a des allusions comme ça sur le fait que ça rappelle l'idée d'une montagne. Il est coiffé ensuite d'un chapeau particulier aussi, donc qui rappelle la couverture de nuages qu'on a sur la montagne. Donc il y a un certain nombre de symboles comme ça liés au personnage du capitaine Bugarach qui sont déjà en soi un petit peu troublants. Clovis d'Ardentor n'est pas le seul roman de Jules Verne qui soit troublant quand on s'intéresse à la montagne de Bugarach. Les illustrations de Voyage au centre de la Terre laissent penser que le célèbre écrivain connaissait sûrement les secrets de l'Agartha. Aujourd'hui, la montagne de Bugarach reste entourée de mystères. Les nombreuses légendes qui l'entourent attirent chaque année dans la région de nombreux curieux, chasseurs de trésors et autres aventuriers. Un autre lieu a suscité la curiosité de bien des chasseurs de légendes. Un château fort mystérieux et majestueux qui trône en plein cœur de la Normandie. Nous sommes à Falaise, à quelques kilomètres de la ville de Caen. Cette monumentale forteresse construite au Xe siècle était l'une des premières places fortes des ducs de Normandie. Au Moyen-Âge, il était très imposant, à la fois lieu militaire où on pouvait se réfugier en toute sécurité et en même temps symbole du pouvoir de seigneurs très puissants. Chargé d'histoire, ce lieu va donc connaître un destin incroyable. Tour à tour résidence des ducs de Normandie, puis des rois d'Angleterre, pour finir propriété du roi de France. Ce château est entouré de nombreux mystères et de nombreuses hypothèses sur d'éventuels trésors, d'éventuels secrets qui seraient encore peut-être aujourd'hui gardés à l'intérieur de ces remparts. Mais c'est durant la Seconde Guerre mondiale que le château de Falaise va connaître son épisode le plus énigmatique. Les Allemands ont pris possession de cet édifice et vont mener ici, dans le plus grand secret, des fouilles étranges. Les Allemands se sont intéressés de très près au château de Falaise. Pourquoi? Point d'interrogation. Gros mystère. On ne sait pas ce qu'ils sont venus chercher. On sait que les Allemands repartent avec plusieurs caisses scellées dont on ne trouve plus trace depuis. Ces fouilles sont d'autant plus obscures que l'on ne sait pas non plus qui les a réalisées précisément. On ne sait pas du tout qui mène les fouilles. Étaient-ce les soldats de la Wehrmacht? Était-ce une mission officielle? Était-ce des troupes SS? Étaient-ce les services archéologiques et scientifiques de la SS, et notamment d'Himmler? Autre élément étrange, les nazis vont réaliser ces fameuses fouilles
durant l'année 1944. Une date pour le moins surprenante, car c'est précisément le moment où le sort de la guerre est en train de se jouer en Normandie. Alors pourquoi les Allemands ont-ils mené des fouilles ici? Il existe plusieurs hypothèses. Simple recherche archéologique, recherche d'un trésor ou de quelque chose peut-être d'encore plus important et mystérieux. Les fouilles menées par les Allemands vont particulièrement se concentrer sur l'enceinte du château de Falaise, la partie la plus ancienne, qui remonte aux origines de sa construction à la toute fin du Xe siècle. Constitué de 12 tours, ce château fort a été conçu pour être une forteresse imprenable. Cette partie de l'édifice est le témoin de l'héritage des premiers ducs de Normandie qui descendent directement des Vikings. Alors, est-ce cet héritage ancestral qui intéressait particulièrement les Allemands au château de Falaise? Il est possible qu'ils aient cherché simplement du mobilier lié à la période normande pour des questions de propagande, d'histoire raciale tout simplement, et aryenne sur la supériorité supposée des Germains, les Vikings, dont descendent les ducs de Normandie étant bien évidemment d'origine germanique. On sait que les Allemands étaient très fiers de leurs racines germaniques. Et donc là, on est dans le berceau des Vikings, le berceau des seigneurs de Normandie d'origine scandinave, d'origine viking. Donc ça allait tout à fait dans leur politique, dans leur recherche. Les Allemands vont mener des recherches archéologiques du même type à travers toute l'Europe. Les archéologues du Troisième Reich avaient une mission cruciale. Démontrer que le continent européen a toujours été dominé par des peuples germaniques et ainsi justifier la politique expansionniste et guerrière nazie. Dans cette perspective, un personnage célèbre du château de Falaise pouvait aussi intéresser les nazis. Le personnage de Guillaume le Conquérant. Hitler s'inscrit dans un Reich de 1000 ans, et bien sûr, il va chercher des racines, il veut justifier cela. Et donc, Guillaume le Conquérant est un élément très important. Hein. C'est un conquérant, c'est un germanique, et donc c'est un symbole très fort pour lui. Un symbole d'autant plus important pour Hitler et le Reich que Guillaume le Conquérant a réussi l'exploit de soumettre le royaume d'Angleterre à la force de son épée. Les nazis vouaient donc une admiration sans borne à ce personnage, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils n'ont pas fondu sa statue à Falaise. Les Allemands, pendant l'occupation de la France, après l'invasion, ont fait fondre beaucoup de statues de France pour alimenter leur industrie et leur effort de guerre en métaux. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils n'ont pas touché à la statue de Falaise, représentant le conquérant. Je pense que ça donne aussi une idée un petit peu de la fascination qu'ils éprouvaient pour le personnage. Sans le château de Falaise, la destinée de Guillaume le Conquérant aurait pu être bien différente. Il accède au duché de Normandie à l'âge de 8 ans. Mais dans les premières années de règne, sa légitimité est très fortement contestée par les autres seigneurs de Normandie. Il est très contesté puisque sa mère est de basse extraction. Ses parents ne sont pas mariés, mais surtout pire que ça, son père, futur duc de Normandie, Robert le Magnifique, choisit comme concubine la vulgaire fille d'un tanneur. Ce qui va évidemment permettre aux seigneurs normands de contester la légitimité de Guillaume en disant on va tout de même pas suivre un fils de tanneur. Il est donc très menacé. On cherche même à attenter à sa vie au cours de sa jeunesse. Durant cette période difficile, Guillaume le Conquérant va se réfugier derrière les hauts murs de la forteresse de Falaise, son château de naissance. C'est toujours là qu'il a trouvé refuge. Une population qui lui est toujours restée fidèle lorsqu'il a eu à faire face à des trahisons et une forteresse réputée comme imprenable. Donc il a une affection toute particulière pour la ville de Falaise et le château de Falaise. Les fouilles allemandes au château de Falaise, durant la Seconde Guerre mondiale, étaient-elles donc liées aux origines vikings ou à la figure de Guillaume le Conquérant? Probable, mais ce n'est pas certain. Depuis plusieurs siècles, des rumeurs prétendent aussi que le château de Falaise
pourrait abriter entre ses murs de précieux trésors, et notamment celui de Guillaume le Conquérant. Très clairement, Guillaume le Conquérant, au départ, va en Angleterre pour prendre le pouvoir, monter sur le trône. Mais dans les premières années qui suivent la conquête, l'Angleterre est surtout vue par les Normands comme une source de richesse, une terre à piller. Guillaume revient après la conquête de l'Angleterre une première fois, il fait un retour triomphal, il se fait accompagner d'otages anglais, mais il se fait accompagner aussi des immenses richesses qu'il a pu accumuler là-bas. Le butin de guerre est donc colossal. Guillaume le Conquérant a donc besoin d'un lieu sûr et fiable pour y entreposer son trésor. Alors il est possible qu'il ait entassé, qu'il ait mis son trésor au château de Falaise. Ça, c'est tout à fait plausible. Bien sûr, il lui fallait des coffres-forts imprenables. Et Falaise correspondait tout à fait à cette définition. Un autre personnage du château de Falaise alimente aussi la légende de l'existence d'un trésor caché. Il s'agit d'Henri Beauclerc, le troisième fils de Guillaume le Conquérant. Ce personnage moins connu que son illustre père a pourtant lui aussi contribué à forger l'histoire du château de Falaise. Le symbole du pouvoir des ducs de Normandie semblait bien insuffisant alors qu'ils étaient devenus rois d'Angleterre. Donc il va reconstruire le donjon, donc il va encore améliorer la qualité de la forteresse et c'est là en effet qu'il va entasser son trésor. De par la sûreté des lieux, Henri Beauclerc aurait sans doute ici entreposé le trésor ducal, vraisemblablement, très vraisemblablement dans le grand donjon qui servait de coffre-fort. Comme son père avant lui, Henri Beauclerc utilise donc le château de Falaise pour y conserver son trésor. Une chronique du XIIe siècle précise même le montant qu'il aurait entreposé dans ce château. Henri Beauclerc aurait disposé dans son château de Falaise de la somme de 60 000 livres, ce qui est absolument considérable à l'époque, c'est une somme gigantesque. Pour donner un petit peu un ordre d'idée, un revenu annuel de 5 livres à cette époque permet de vivre confortablement. L'existence d'un trésor au château de Falaise est donc une hypothèse sérieuse. Et si les Allemands cherchaient ce trésor, ils n'étaient pas les premiers. À la fin du XVIIIe siècle, les habitants de la région ont frénétiquement cherché le trésor d'Henri Beauclerc dans l'avant-corps du grand donjon. Il faut imaginer qu'on est ici dans ce qui était à l'origine une structure défensive en pierre protégeant l'accès au donjon. Cette structure a été détruite à la fin donc, du XVIIIe siècle par des habitants qui étaient à la recherche de ce trésor d'Henri Beauclerc et ils ont pensé vraisemblablement que ce trésor avait pu être dissimulé dans cet avant-corps et plus précisément sous les marches de l'escalier d'accès que je viens de gravir. On l'aura compris, l'histoire du château de Falaise est donc tout particulièrement marquée par les fouilles des chercheurs de trésors. Alors, est-ce que les Allemands cherchaient ici le moyen de financer leur effort de guerre ou quelque chose d'encore plus précieux? En effet, des légendes prétendent que le Graal pourrait se trouver ici. Et si finalement les étranges fouilles des nazis n'étaient pas destinées à trouver cette précieuse relique? On peut se poser la question de savoir si les Allemands, qui avaient des troupes d'élite, notamment SS, Ahnenerbe par exemple, qui cherchaient donc de ces reliques, le Graal et sur là, soient venus à Falaise. On peut se poser la question et ça serait tout à fait vraisemblable. Une étonnante découverte réalisée par des scouts dans les années 1970 semblerait d'ailleurs conforter cette thèse. Nous sommes dans une des tours de l'enceinte, tour dite de l'échiquier. Et il s'est passé un fait assez étonnant dans les années 70. Des jeunes ont trouvé dans une anfractuosité du mur de cette tour un ensemble de documents manuscrits sur lesquels sont évoqués à la fois le mythe du Graal et le château de Falaise. Le tout accompagné de signes kabbalistiques très étranges. Que signifient ces fameux documents? S'agit-il de faux? Alors ce document est assez surprenant puisqu'il évoque le Graal, il évoque le château, mais il est signé de Paris et daté de 1922. Nous ne savons rien de plus de ces étranges documents, d'autant plus qu'ils ont mystérieusement disparu.
En revanche, d'autres indices pourraient nous mener sur la piste du Graal, au château de Falaise. Bien, alors ici, nous sommes dans la salle basse de la tour Talbot, cette tour cylindrique qu'on aperçoit très bien de l'extérieur. Et on trouve ici des indices qui laissent penser que peut-être il y aurait un lien entre cette salle et la présence d'une commanderie templière à Falaise. Cet indice possible de leur présence sont ces croix qu'on trouve en un assez grand nombre d'exemplaires sur les murs de cette salle. Ces nombreux graffitis attesteraient donc du passage des chevaliers du Temple au château de Falaise. Mais alors, qu'est-ce que les Templiers ont-ils bien pu faire ici ? Il est tout à fait probable qu'ils aient séjourné dans le château. À quel titre? Peut-être comme gardien, comme administrateur, comme gouverneur. Donc l'hypothèse d'une cachette du trésor au château de Falaise est tout à fait crédible, bien sûr. La présence des Templiers dans une ville, à un endroit, éveille toujours la curiosité et attire la légende. Les Allemands, donc, ne pouvaient pas l'ignorer. Les Templiers auraient-ils pu cacher ici le Graal, leur fameux trésor? Aujourd'hui encore, le mystère du château de Falaise reste entier. Aucun élément ne permet de savoir précisément ce que les nazis sont venus chercher ici. Et encore moins sur ce qu'ils auraient pu trouver ou emporter. Les énigmes de l'histoire de notre pays ont marqué de leur empreinte de nombreux lieux. Des lieux qui n'ont pas fini de nous révéler tous leurs secrets. Ainsi, la petite ville de Fécamp a hérité d'une relique si puissante qu'elle est devenue au Moyen-Âge un pôle d'attraction pour des milliers de pèlerins. À Nîmes, nous percerons les secrets de ces fameuses arènes pour découvrir que l'histoire des gladiateurs était bien différente de celle des superproductions hollywoodiennes. À Chinon, c'est la légende de Jeanne d'Arc qui s'est écrite, celle d'une prophétesse venue de nulle part qui allait changer le destin de la France. Autant d'endroits qui renferment encore aujourd'hui de nombreux mystères. Nous sommes à Rennes-les-Bains, une petite station thermale de la haute vallée de l'Aude. Difficile d'imaginer aujourd'hui que cette petite ville de moins de 300 habitants était autrefois une ville importante de la région. C'était une cité romaine florissante, une ville thermale romaine qui s'appelait Aquae Calidis. Et ces fastes-là du passé ont aujourd'hui complètement disparu. On sait très peu de cette ville ancienne. On a fait quelques découvertes archéologiques au 19e, mais minimes. Et du coup, à travers les siècles, il y a eu tout un tas de légendes qui se sont créées autour de cette cité qui aurait un mystère, un secret. L'énigme de la petite cité thermale de Rennes-les-Bains s'est tellement enracinée dans la région qu'elle attire désormais chaque année de nombreux chasseurs de trésors. On parle depuis longtemps d'un trésor colossal qui se trouverait dans les environs de Rennes-les-Bains. Certaines traditions évoquent aussi des tombes qui se trouveraient dans les environs du village et qui remonteraient pour leur part à l'Antiquité. Trésor matériel pour les uns, trésor spirituel et religieux pour les autres. À la fin du 19e siècle, il semblerait qu'un homme ait réussi à percer le secret de cette antique cité. Cet homme, c'est l'abbé Boudet. Il est arrivé à Rennes-les-Bains en 1872 et il en est reparti en 1914. C'est donc 40 ans de sa vie qu'il va passer ici. C'est un homme qui s'intéresse à l'histoire de ce village et qui va manifestement essayer d'en percer le mystère. On le voit parcourir les environs, faire des fouilles archéologiques. Et lui, il semble bien qu'il ait approché le secret de cette cité romaine. Comme pour une chasse au trésor, l'abbé Boudet aurait laissé de nombreux indices pour nous aider à découvrir l'énigme de Rennes-les-Bains. Qui était donc ce mystérieux prêtre? Et qu'a-t-il trouvé dans les environs de cette ville? Retour sur une histoire digne des meilleurs scénarios d'aventure.
Personnage humble, mystique et discret, l'abbé Boudet va durant 42 ans occuper le poste de curé de Rennes-les-Bains. Malgré sa longévité, il ne reste aujourd'hui quasiment aucune trace de son passage. On a très peu d'éléments tangibles sur lui. Il y a donc un certain nombre de rumeurs qui l'entourent, mais quand on va chercher des archives, quasiment toutes les archives le concernant ont disparu. Alors, aurait-on voulu faire disparaître les archives le concernant? Plus étrange encore, il n'existe aucune photographie certaine de l'abbé Boudet. Plusieurs photographies censées le représenter circulent sur Internet, mais aucune ne peut être certifiée. On n'a pas de photographie, on n'a pas de portrait certain de ce curé, qui a eu pourtant un rôle extrêmement important dans la région à l'époque. Les photos qui circulent aujourd'hui, qui ont été retrouvées par certains chercheurs, rien ne dit qu'elles représentent effectivement l'abbé Boudet. C'est d'ailleurs contesté par beaucoup. Donc c'est un peu un homme sans visage, un homme qu'on a vraiment du mal à approcher. L'abbé Boudet se révèle donc être un homme énigmatique dont on ne sait pratiquement rien. Malgré tout, aux alentours de Rennes-les-Bains, les habitants n'ont pas oublié ce curé si spécial. Et cela notamment en raison de ses talents de guérisseur. Il savait magnétiser. Avec ses mains, il pouvait produire des effets qui étaient bénéfiques. Et pour les habitants locaux, les habitants de Rennes-les-Bains, voire même plus loin, on venait voir l'abbé Boudet parce qu'on avait mal. Il était vraiment réputé dans la région et il avait un véritable pouvoir dans ce domaine-là. Donc il a laissé ce premier souvenir-là de quelqu'un d'assez énigmatique, au regard pénétrant aussi, regard assez mystérieux. Les habitants de Rennes-les-Bains et des environs n'ont pas non plus oublié la générosité sans faille de l'homme. En effet, les très nombreux dons de l'abbé Boudet aux pauvres de la région ont marqué durablement les esprits. La question qui se pose, c'est d'où venait cet argent, parce que les sommes qu'il a distribuées étaient bien au-dessus de son revenu de prêtre. Du coup, on a supposé à un moment donné que ce curé de Rennes-les-Bains, peut-être qu'il aurait trouvé un trésor, et certains, à ce moment-là, l'ont même affublé d'un surnom, le curé aux 13 milliards. Alors, l'abbé Boudet avait-il découvert un trésor dans les environs de Rennes-les-Bains? De nombreux chercheurs de trésors en sont persuadés. Mais jusqu'ici, personne n'a jamais rien découvert. En revanche, tous s'accordent sur une chose. La clé de l'énigme se trouve dans un livre publié par l'abbé Boudet en 1884, La vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains. Son livre est vraiment énigmatique et on se demande s'il ne veut pas justement, par ce biais-là, nous révéler quelque chose mais de très complexe et qui ne sont pas à la portée de n'importe qui déjà. Ce livre est d'autant plus étrange qu'il est rempli de jeux de mots énigmatiques. Et les démonstrations développées par l'abbé Boudet apparaissent comme totalement incohérentes et absurdes. C'est un livre un petit peu fou. Dans une première partie, donc la vraie langue celtique, il va s'atteler à démontrer que la langue primitive de l'humanité, c'est l'anglais. Il va reprendre le mythe de Babel qui explique que Dieu a divisé les hommes en multipliant les langues. Et l'abbé Boudet dit qu'avant cette division de Babel, la langue parlée par toute l'humanité, c'était l'anglais. L'autre partie de ce livre, c'est le cromlech de Rennes-les-Bains. L'abbé Boudet va nous amener autour du village à découvrir un certain nombre de roches remarquables. Il va nous expliquer qu'elles appartiennent à un immense cromlech celtique, c'est-à-dire un cercle de pierre mégalithique que personne n'aurait vu jusqu'à lui. Ce livre bizarre ne correspond absolument pas ni à la personnalité ni à la réputation de l'abbé Boudet. Considéré comme un érudit doté d'une intelligence hors du commun, le curé de Rennes-les-Bains était membre de plusieurs sociétés savantes. Ses nombreux travaux archéologiques et linguistiques étaient d'ailleurs reconnus par ses pairs. Donc c'est quelqu'un qui avait une connaissance historique, linguistique et archéologique très fine. Or, il écrit une œuvre complètement délirante. Ce qui attire la suspicion sur cette œuvre, est-ce que c'est vraiment l'œuvre d'un fou ou est-ce que cet homme extrêmement érudit, à travers une œuvre qui semble complètement délirante, a voulu faire passer un message à ceux qui, évidemment, sauraient lire cette œuvre? De nombreux chercheurs de trésors sont en effet persuadés que le livre de l'abbé Boudet est un ouvrage codé. Ouvrage à travers lequel ce prêtre souhaiterait délivrer un message caché qui mènerait au trésor de Rennes-les-Bains. Mais alors,
comment lire ce livre? Comment le comprendre? Quand on se rend sur le terrain, comme ici dans les environs de Rennes-les-Bains, on se rend compte que le cromlech de l'abbé Boudet, il est complètement fictif. On a ici des rochers naturels. Eh bien, dans son livre, l'abbé Boudet fait de cette barrière rocheuse une partie du cromlech. Or, un cromlech, c'est un édifice artificiel, c'est un cercle de mégalithes dressé par l'homme. Le plus connu, c'est celui de Stonehenge. On voit bien ici qu'on est dans une configuration complètement différente. En traçant un cromlech imaginaire autour de Rennes-les-Bains, l'abbé Boudet souhaite-t-il attirer notre attention sur cette zone? S'agit-il d'un périmètre de recherche? Dans son livre, l'abbé Boudet revient plusieurs fois sur le cromlech de Rennes-les-Bains et il nous donne différentes indications. Il nous dit notamment qu'un cromlech est toujours bâti autour d'un dolmen. Et puis, plus loin dans son livre, il nous explique qu'un dolmen est une tombe. On a donc l'impression qu'il nous signifie qu'à travers ce cromlech artificiel qu'il dessine autour de Rennes-les-Bains, il trace un périmètre et que dans ce périmètre se trouverait un tombeau. Le trésor que l'abbé Boudet aurait trouvé dans les alentours de Rennes-les-Bains serait donc une précieuse sépulture. Une tombe si importante à ses yeux qu'il aurait préféré dissimuler son secret derrière un jeu de pistes énigmatique. À 30 km de là, dans le cimetière de la ville d'Axa, l'abbé Boudet aurait laissé d'autres indices. Comme un clin d'œil à son secret, l'homme d'église a fait graver sur sa propre tombe d'étranges inscriptions. Donc nous voilà devant la tombe de l'abbé Boudet. Cette tombe où il aurait laissé quelques indices supplémentaires pour comprendre son message. C'est une tombe qui, on le voit, a été très abîmée par le temps. Les inscriptions sont quasiment invisibles aujourd'hui. Le temps a fait son œuvre, on ne lit quasiment plus rien. On va essayer néanmoins, avec un petit peu d'eau, de faire ressortir cette inscription. Alors, on y voit un petit peu mieux, même si ça reste encore pas facilement lisible. Ici est gravé un mystérieux code quasiment invisible aujourd'hui. ECC111. Il s'agit de la référence à un livre de l'Ancien Testament, l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 11. Quand on ouvre l'Ancien Testament et qu'on consulte donc ce verset, on trouve cette phrase « Ce qui a été, nul ne s'en souvient, et ce qui sera, ceux qui viendront plus tard ne s'en souviendront pas non plus ». Donc on a là une claire référence au fait que l'homme oublie des pans entiers de son histoire. L'abbé Boudet a laissé sur sa tombe un autre indice encore plus troublant. Ce petit livre de pierre. Un livre sculpté sur la tombe de l'abbé Boudet qui est l'auteur d'un seul et unique ouvrage, La vraie langue celtique. Est-ce que ce livre de pierre ne ferait pas référence au livre de papier de l'abbé Boudet? Tout semble effectivement l'indiquer. Car là encore, une autre mystérieuse inscription a été gravée sur la couverture. Il s'agit d'un ensemble de lettres grecques. On a des caractères grecs qui forment le mot ictus. Alors, ictus en grec, ça veut dire le poisson. C'est un acronyme, c'est-à-dire on a rassemblé les lettres initiales d'une formule beaucoup plus longue. La formule traduite en français donne Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. C'était une formule qui était employée par les premiers chrétiens, ceux qui ont subi des persécutions de la part des Romains et qui devaient donc se cacher derrière des symboles. Et donc l'abbé Boudet nous renverrait une histoire oubliée liée au Christ. La précieuse tombe découverte par l'abbé Boudet aux alentours de Rennes-les-Bains semble donc intimement liée à la figure de Jésus. Et pour comprendre son énigme, il aurait aussi laissé dans son église à Rennes-les-Bains un dernier indice très troublant. Il s'agit de ce tableau. Donc ce tableau, c'est une piéta, c'est-à-dire que c'est Marie, la mère du Christ, qui tient son fils mort dans ses bras. Et ce qui est intéressant, c'est que ce tableau qu'on a ici est en réalité une copie. Ce tableau est en effet la copie d'un autre tableau, la Pietà du peintre Antoine van Dyck. Mais il existe plusieurs différences très troublantes entre le tableau original et la copie. Par exemple, deux personnages majeurs qui se trouvent à l'entrée de la grotte où est déposé le Christ dans l'œuvre originale ont ici disparu. Ces deux personnages, c'est Saint Jean et Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, une autre figure qui est aussi très présente dans le livre de l'abbé Boudet. Et qui, sur ce tableau,
a été remplacé par des roches qui ressemblent étrangement au cromlech imaginaire du curé de Rennes-les-Bains. Donc on a l'impression que celui qui a réalisé ce tableau a fait disparaître Marie-Madeleine pour nous dire, cherchez-la peut-être dans un dolmen, dans un ensemble rocheux qui se trouve autour du village. Et on se rappellera ici que pour l'abbé Boudet, le dolmen, c'est le tombeau. Donc ici, ce serait le tombeau de Marie-Madeleine. Mais alors, la tombe de Marie-Madeleine pourrait-elle se trouver dans les environs de Rennes-les-Bains? Existe-t-il des éléments historiques qui pourraient confirmer cette hypothèse? Alors la possibilité d'une tombe de Marie-Madeleine à Rennes-les-Bains, en fait, elle fait écho à des traditions qui étaient ancrées dans tous les esprits au Moyen-Âge. Ces traditions voulaient que Marie-Madeleine ait fini ses jours dans le sud de la France et y ait été enterrée. L'ensemble des références au Christ laissées par l'abbé Boudet après sa mort pose aussi question. La tombe de Jésus pourrait-elle se trouver à côté de celle de Marie-Madeleine? On a plusieurs éléments qui nous laissent penser que le corps du Christ a pu être rapatrié par Marie-Madeleine dans le sud de la France. Premiers éléments, ce sont les évangiles, qui nous disent que Marie-Madeleine, après la disparition du corps du Christ de sa tombe, l'a ardemment recherché. Deuxième élément, les traditions provençales, qui pour plusieurs d'entre elles évoquent le transfert de corps d'Orient en Occident, donc sur notre sol gaulois. L'abbé Boudet avait-il donc réellement découvert les tombes de Marie-Madeleine et du Christ? Si c'est bien le cas, on comprend mieux dès lors pourquoi ce prêtre a voulu coder son secret. Il est évident qu'il ne pouvait pas le clamer haut et fort. C'est quelque chose qui remet complètement en question le dogme de l'Église catholique. Et on sait qu'à cette période-là, autour du village de Rennes-les-Bains, dans d'autres villages voisins, il existait une église parallèle, qui était une église hérétique, héritière d'un christianisme primitif. Alors l'abbé Boudet appartenait-il à cette église parallèle? Aucun élément ne permet de l'affirmer de manière certaine. En tout cas, le jeu de pistes énigmatique qu'il nous a laissé attire chaque année toujours plus de chasseurs de trésors. Mais jusqu'ici, personne n'a jamais rien trouvé à Rennes-les-Bains ou dans les alentours. À l'image de l'énigme de l'abbé Boudet à Rennes-les-Bains, de nombreux autres lieux en France renferment des secrets liés au Christ. Et c'est notamment à Fécamp, en Normandie, que nous allons découvrir à présent la légende du précieux sang. Cette petite ville côtière est surtout connue pour son magnifique palais des Bénédictines. Ce que l'on sait moins, c'est qu'elle abrite un autre chef-d'œuvre d'architecture, l'abbatiale de la Trinité. Vous avez là un édifice qui a les dimensions de la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec une élévation considérable. C'est véritablement un lieu exceptionnel. Alors se pose forcément une question. Et on peut se demander comment un édifice aussi grand a pu être construit dans cette ville, qui est quand même de taille relativement modeste. Cela ne doit rien au hasard, car cette église a été le théâtre d'une incroyable histoire, aujourd'hui tombée dans l'oubli. C'est ici à Fécamp, dans l'abbatiale de la Trinité, qu'aurait été découverte la plus précieuse des reliques qui soient. Elle a, dans l'esprit médiéval, une valeur beaucoup plus importante que n'importe quelle autre relique concernant un saint traditionnel. Une relique extraordinaire, entourée de nombreuses légendes, et que certains n'hésitent pas à associer au Saint Graal. La légende du précieux sang de Fécamp, c'est en fait la version fécampoise de la quête du Saint Graal. Quelle est donc cette relique, ce fabuleux trésor qui, pendant des siècles, a fait de Fécamp une étape incontournable pour tous les pèlerins? Par quel miracle est-elle arrivée ici, dans cette petite ville normande? Perçons le mystère du précieux sang de Fécamp. Quand on découvre l'abbaye de la Trinité, on ne peut être que séduit par cet impressionnant exemple d'architecture de style gothique primitif. L'abbatiale de Fécamp est un édifice imposant. Il mesure 127 mètres de long. Cet endroit est un endroit qui est gigantesque, qui est très impressionnant. Mais pour découvrir le principal trésor du lieu, il faut se rendre derrière l'autel de cette église. Alors nous sommes ici devant un lieu extrêmement important de cette église, en quelque sorte le cœur du cœur de cette église, puisque nous sommes devant le reliquaire du précieux sang du Christ.
Ce reliquaire ne contiendrait ni plus ni moins que le sang du Christ. Une relique inestimable, certainement la plus convoitée. Cette relique du précieux sang du Christ, c'est une relique insigne. On est à une époque où tous les hauts lieux spirituels revendiquent la possession de reliques, en particulier de saints. Et à Fécamp, les moines veulent manifester qu'ils ont une relique supérieure à toutes les autres, une relique qui vient directement de la personne du Christ, une relique qui s'impose en quelque sorte à toutes les autres reliques. Autour du précieux sang du Christ, c'est une multitude d'histoires, de légendes et de croyances. Ainsi, certains n'hésiteraient pas à l'associer à l'un des objets les plus mythiques, le Saint Graal. En affirmant qu'il possède le sang du Christ, les moines de Fécamp affirment qu'il possède le Graal suprême, car dans la recherche du Graal, ce qui compte, c'est le fait qu'on recherche une coupe qui a contenu le sang du Christ. D'autres lui attribuent des pouvoirs, notamment celui de faire des miracles. On attribue au précieux sang de Fécamp des pouvoirs thaumaturgiques, des pouvoirs de guérison, des pouvoirs miraculeux qui sont encore plus importants que ceux qu'on attribue à toutes les autres reliques, puisque là, on a la relique suprême, celle qui est liée au corps et au sang du Christ. Une relique incroyable qui aurait pu se retrouver dans les lieux les plus saints de la planète, à Rome ou à Jérusalem, mais qui pourtant serait là, à Fécamp. Voilà le reliquaire dans lequel se trouve la relique dite du précieux sang du Christ de Fécamp. Cette relique, elle se trouve ici et les croyants pouvaient venir la voir dans ces deux orifices contre lesquels butent deux cylindres qui sont remplis d'une matière, et les moines de Fécamp attestaient que cette matière était le sang du Christ recueilli sur ces plaies. Pour comprendre pourquoi et comment le précieux sang est arrivé ici, il faut s'appuyer sur deux récits bien mystérieux qui se passent à des époques différentes et qui ne racontent pas vraiment la même histoire. Retournons d'abord au Xe siècle, aux origines même du duché de Normandie. Donc à l'origine du développement de la ville de Fécamp, on peut mettre en avant une histoire de cœur. C'est dans cette ville de Fécamp que le duc de Normandie, Guillaume de Longue-Épée, va rencontrer sa seconde épouse, Sprota. Ce mariage va conduire à la naissance d'un fils, Richard Ier, qui va naître et être baptisé à Fécamp. C'est probablement un tournant pour l'histoire de la ville. À la suite de son père, Richard Ier hérite du duché de Normandie. Il installe définitivement à Fécamp la résidence ducale et fait construire un magnifique palais dont il ne reste aujourd'hui plus que des ruines. Richard va, tout au long de sa vie, avoir une affection particulière pour le lieu de son enfance et va être à l'origine du développement de la ville en édifiant d'abord un palais plus important, en dur, puisque à l'époque de son père, c'était encore une résidence en bois. Mais le duc Richard Ier ne s'arrête pas là. Il veut aussi faire de Fécamp un grand centre religieux, car il souhaite effacer une dette héritée de ses ancêtres. Les ducs de Normandie sont les descendants récents des Vikings qui ont mis à sac, à feu et à sang tout le littoral nord de la France, et en particulier tout le littoral de ce qui devient ensuite la Normandie, brûlant, pillant, assassinant les religieux, les religieuses, et Fécamp n'est pas le seul exemple. Donc il fallait effacer le péché de leurs ancêtres en accomplissant des œuvres pieuses. Pour racheter les fautes de ses ancêtres, Richard Ier va ainsi octroyer de nombreux pouvoirs et richesses aux moines de Fécamp. Il va même leur accorder un pouvoir considérable, le droit d'exemption. Les ducs leur ont donné un pouvoir exceptionnel qui fait qu'ils ne relèvent pas de l'autorité de l'archevêque de Rouen, mais directement de l'autorité pontificale. Et ce droit, cette exemption, c'est un élément considérable du pouvoir que l'abbatiale de Fécamp va avoir dès cette époque. Dans son élan de générosité, Richard Ier ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il va faire construire une grande église sur l'emplacement actuel de l'abbatiale. Et pour consacrer cette nouvelle église, le duc a besoin de précieuses reliques.
Une réalité que l'on connaît bien, qui est celle de la consécration d'églises nouvelles, à l'occasion de laquelle, dans l'autel, on enchâssait des reliques, en cherchant à faire en sorte que ces reliques soient les plus saintes possibles. Depuis l'époque des raids vikings du IXe siècle, eh bien, il y a une véritable pénurie de reliques. Malgré cela, Richard Ier veut ce qui se fait de mieux en matière de reliques, de plus saint, de plus prestigieux. Et c'est là que se produit à quelques kilomètres d'ici un miracle providentiel. C'est un miracle qui s'est produit dans une petite chapelle ou une église rurale des environs de Fécamp. Lors d'un office dominical, le prêtre, au cours de l'élévation du calice, eh bien, aurait vu le vin se transformer en sang et on aurait interprété cela comme l'apparition de la présence du sang même du Christ. C'est ainsi que naît la première légende du précieux sang. Un miracle qui se serait produit dans une petite église normande. Pour Richard Ier, c'est une véritable aubaine pour sa nouvelle église. Eh bien, quoi de plus noble, de plus prestigieux que le sang du Christ? Le duc se rend en procession dans cette petite église, récupère la relique et vient l'enchâsser dans l'église qu'il est en train de consacrer. Pourtant, au Xe siècle, le précieux sang ne produit pas l'effet attendu. Les fidèles ne viennent pas plus nombreux pour vénérer cette relique. Il faudra attendre environ 200 ans pour qu'apparaisse la seconde légende. Alors que l'église est en travaux, des moines trouvent 2 étuis de plomb dans l'un des piliers. Une découverte fabuleuse, parce qu'à l'intérieur se trouverait la plus précieuse relique qui soit, le précieux sang du Christ. Après la légende du miracle de Saint-Maclou, les moines revendiquent la possession à Fécamp du précieux sang du Christ, c'est-à-dire de sang recueilli sur les plaies du Christ. Cette relique inestimable n'aurait plus grand-chose à voir avec le miracle de Saint-Maclou. Les moines prétendent désormais que le précieux sang a été recueilli directement sur les plaies de Jésus crucifié. Au moment de l'ensevelissement du Christ, Nicodème et Joseph d'Arimathie auraient recueilli une partie du sang du Christ sur ses plaies. Jusque-là, rien d'étonnant, puisque Nicodème et Joseph d'Arimathie auraient été les dernières personnes à toucher le corps du Christ. Mais comment le précieux sang est-il arrivé en Normandie? Ensuite, cette relique insigne aurait été menacée par les Romains, et alors on aurait placé cette relique dans un tronc de figuier. Ce figuier aurait été posé sur les flots en Terre Sainte et serait arrivé miraculeusement sur la plage de Fécamp. Un nouveau miracle providentiel pour l'église de Fécamp. En gros, l'idée, c'est montrer que Fécamp a été choisi par Dieu depuis la nuit des temps comme lieu particulier destiné à recevoir cette relique. Revendiquer la possession du sang ramassé sur les plaies du Christ, c'est revendiquer la possession de la plus insigne relique qui puisse exister dans l'Occident chrétien, puisque c'est une relique non pas d'un saint, mais de celui qui est le saint des saints, c'est-à-dire Jésus-Christ. La relique des reliques, ici, à Fécamp, il ne reste plus qu'à le faire savoir. Et cette légende de Nicodème et de Joseph d'Arimathie est un puissant outil de communication. On peut dire que les moines de Fécamp qui ont créé cette histoire ont fait preuve là d'une très grande audace. Ces textes sont véritablement des instruments de propagande qui vont contribuer au renom et au développement du pèlerinage de Fécamp. Car derrière cette légende du précieux sang se cachent des motivations pas toujours très catholiques. Ainsi, à la fin du XIIe siècle, un incendie ravageur va quasiment détruire la totalité de l'église de Fécamp. Il faut donc reconstruire l'abbatiale, et pour cela les moines ont besoin d'argent. On sait bien que les pèlerinages étaient une source de revenus tout à fait considérable. Et pour attirer les fidèles, rien de tel qu'une précieuse relique. Encore faut-il qu'elle détienne également des pouvoirs. Et cela tombe bien. Un recueil attesterait que des pèlerins auraient observé des miracles lors de leur visite à Fécamp.
L'opération est un succès. Pour voir le précieux sang, les pèlerins viennent en masse faire des dons. Les moines récoltent alors une petite fortune et vont pouvoir s'offrir une église aux dimensions pharaoniques, l'abbatiale que nous connaissons aujourd'hui. On va doubler le nombre de travées dans la nef et passer de dimension de 60 mètres, qui est déjà imposante pour l'époque, à quasiment 120 mètres au début du XIIIe siècle. Les abbés de Fécamp vont rapidement comprendre que pour parvenir à édifier un édifice de grande dimension, développer le pèlerinage autour des reliques du précieux sang sera un moyen très efficace. Cette stratégie est monnaie courante à l'époque. La plupart des très grandes églises vont être construites autour de reliques inestimables. Mais une autre raison pourrait aussi expliquer la volonté des moines de créer cette nouvelle légende autour du précieux sang. Cette abbaye est une abbaye puissante, prestigieuse, très riche. Et l'archevêque de Rouen a du mal à supporter cette puissance, cette richesse. Il la remet en cause en revendiquant la fin de l'exemption de ce privilège considérable dont était dotée l'abbaye de Fécamp. Pour faire face à cette attaque de l'archevêque de Rouen, les moines de Fécamp, et en particulier l'abbé Guillaume de Raux, ont donc besoin de réaffirmer la puissance de leur abbaye. La revendication de la possession du précieux sang du Christ lui-même est un moyen pour l'abbé Guillaume de Raux de montrer la puissance, l'ancienneté, l'insigne référence et le lien divin entre son abbaye et la divinité, et donc de faire face aux revendications de l'archevêque de Rouen. En effet, quoi de mieux que de revendiquer une légitimité qui vient du Christ lui-même? Instrument de pouvoir et de séduction, le précieux sang? Certainement. Les pèlerinages à Fécamp vont d'ailleurs se poursuivre jusque dans les années 1960. Et si l'histoire est tombée peu à peu dans l'oubli, reste que le reliquaire est toujours ici et que certains sont persuadés qu'il contient bien le sang du Christ. Peut-on imaginer que ce soit la vérité? Faute d'analyse, le mystère reste entier. Jeu de piste énigmatique, chasse au trésor épique, personnages légendaires ou encore incroyables miracles, les énigmes de France sont aussi diverses que variées. De l'Antiquité au Moyen-Âge, découvrons à présent de nouveaux lieux qui ne vont pas manquer de remettre en question nombre de nos croyances. Dans le sud de la France, Nîmes était une colonie romaine importante. Les Celtes de Nîmes se sont alliés aux Romains pour aller faire la guerre avec César contre les Gaulois du Nord. Et donc la ville va se retrouver favorisée par les empereurs romains. Surnommée la Rome française, la ville possède plusieurs monuments antiques exceptionnels. La Tour Magne, la Maison Carrée et surtout les monumentales arènes de Nîmes. Les arènes de Nîmes, c'est un monument exceptionnel puisque c'est l'amphithéâtre le mieux conservé au monde romain. Un amphithéâtre? Ou plutôt une sorte de stade? Les Romains appellent ce lieu-là le spectacula, avant de l'appeler amphithéâtre. C'est dédié au combat de gladiateurs, essentiellement. C'est vraiment fait pour ça. Ici, il y a près de 2000 ans, les foules se bousculaient pour assister à des spectacles grandioses. La ville est en ébullition, on pourrait même dire que c'est la région qui est en ébullition, puisqu'on a 22 000 places, ça dépasse largement les besoins, je dirais, justes de la ville de Nîmes. À l'époque, les combats de gladiateurs sont alors apogés dans tout l'Empire romain. Ils provoquent l'effervescence et suscitent la passion. C'est l'équivalent d'une grande compétition sportive, l'équivalent d'une finale de championnat de foot. C'est quelque chose vraiment auquel il faut assister. Ici, au centre de l'arène, on peut imaginer des combats sanglants. Des gladiateurs prêts à périr les armes à la main. Des esclaves sacrifiés au nom de la Grande Rome. Pourtant, ce que nous apprennent les arènes de Nîmes, c'est une vérité bien différente. En coulisses, dans les gradins ou sur la piste, perçons les mystères de ces combats antiques et découvrons la face cachée des gladiateurs.
C'est en pleine période gallo-romaine que va être bâti à Nemosus, le nom antique de Nîmes, un édifice de première importance, un amphithéâtre. Il a été construit autour de 100 après Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a été construit à peu près 20 ans après le Colisée de Rome. Et il prend toutes les solutions architecturales de ce monument qui est emblématique de l'époque romaine. Cet amphithéâtre doit accueillir des spectacles dont raffolent les foules, essentiellement des combats de gladiateurs. Le public est si nombreux qu'il faut trouver des solutions pour gérer les flux et éviter les incidents. Voilà, alors là, on est rentré dans les arènes de Nîmes et il faut imaginer 24 000 spectateurs qu'il faut faire rentrer dans le monument. Donc il y a un système ingénieux d'escaliers qui montent, qui descendent. Et en fait, on a calculé que quand on est en haut du monument, installé dans les gradins tout en haut, on peut atteindre le parvis en 1 minute 30. Un système révolutionnaire. 2000 ans plus tard, on n'a pas trouvé mieux. Aujourd'hui, on a exactement le même principe dans tous les stades modernes. Vous avez exactement le même système d'évacuation du public avec des systèmes de couloirs intérieurs, des systèmes d'escaliers qui montent, des systèmes d'escaliers qui descendent pour évacuer le public le plus rapidement possible. Dans ce lieu destiné au spectacle, tout est donc fait pour le confort des spectateurs. En effet, les Romains ne laissaient rien au hasard, jusqu'au placement dans les gradins. Alors ici, nous sommes donc tout en haut des arènes de Nîmes. Il faut imaginer les 24 000 spectateurs qui étaient installés dans le monument et répartis selon leur classe sociale. Donc là où on est installé, on est dans la classe populaire, la classe qui s'installait au plus haut dans les arènes. Donc ça concernait les esclaves, les prostituées, les femmes, parce qu'on les séparait aussi des hommes. Et au milieu, on avait plutôt la classe de la bourgeoisie, les marchands. Et tout en bas, c'était réservé à l'élite, l'aristocratie, les invités de marque, les magistrats de la ville qui étaient au plus près de l'action du spectacle. Si les spectateurs se déplacent en masse, c'est pour assister au plus grandiose des spectacles, les Jeux. Un événement exceptionnel et rare qui n'est organisé qu'1 ou 2 fois par an à Nîmes et qui touche tous les habitants, sans exception. C'était des spectacles qui étaient vraiment ancrés au niveau social, dans la réalité des Nîmois, des Romains, et qu'il était important d'aller au spectacle, comme aujourd'hui on peut aller au stade de foot. Il faut d'abord savoir que c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est ce qu'on appelle un munus. Un munus, c'est quelque chose qui est offert par l'homme politique en vue de la ville à ses concitoyens. Donc c'est un cadeau, c'est un don. Un spectacle qui agite toute la ville des semaines avant. On annonce ça en amont, on l'affiche sur les murs, et c'est quelque chose qui va susciter beaucoup d'animation, des marchands, des marchands ambulants qui vont venir tout autour des arènes. C'est des moments inoubliables pour les Romains de l'époque. Puis vient le jour tant attendu. Et c'est là que notre vision des Jeux romains n'est pas vraiment conforme à la véritable histoire. Quand on voit le film de Gladiator, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui sont capturés, on va les jeter comme ça, pratiquement sans aucune préparation dans l'arène. Des gens qui ne sont pas faits pour ça. On est très loin de la réalité. Des esclaves jetés en pâture au lion? Des combats hyper violents à la vie, à la mort? C'était une autre époque, plus lointaine. Il faut imaginer que la gladiature a duré 800 ans. Donc les règles ont énormément évolué. On va passer d'une gladiature contrainte, donc avec des prisonniers de guerre que l'on va contraindre à combattre. Et puis il va y avoir la révolte de Spartacus au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Spartacus, l'esclave gladiateur qui va se révolter contre les autorités romaines en 73 avant Jésus-Christ et qui va faire évoluer les mentalités et les règles du jeu. On va progressivement passer à une gladiature professionnelle avec des gens entraînés. Plus de 150 ans après Spartacus, quand l'amphithéâtre de Nîmes accueille ses premiers Jeux, les combattants ne sont plus des esclaves, mais des professionnels hyper entraînés qui ont choisi ce métier. C'est des hommes qui sont des volontaires, c'est même aussi des femmes, il y a eu des femmes gladiatrices. C'est des gens qui ne sont pas contraints à la gladiature. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est devenu un art du combat, c'est devenu un sport de combat qui demande un très grand entraînement. Les gladiateurs font ainsi partie d'un gigantesque business qui brasse des dizaines de milliers de sesterces. La gladiature va générer un star system et un business extrêmement important. Et ce que viennent chercher les spectateurs,
c'est du spectacle. Ils doivent en avoir pour leur argent. Rien ne doit être laissé au hasard. Et tout se joue déjà en coulisses. Ces galeries menaient à l'extérieur des arènes et étaient reliées à la caserne des gladiateurs. En fait, on peut imaginer que les gladiateurs empruntaient ce type de couloir pour accéder directement aux arènes, un peu comme les footballeurs aujourd'hui vont des vestiaires jusqu'à la pelouse sans passer par les gradins, effectivement, sans être vus par les spectateurs. Les gladiateurs, c'était un peu la même chose. Des couloirs secrets pour préserver du mystère et du suspense. Et ce n'est pas fini. On va vraiment jouer sur la mise en scène et on va faire surgir les gladiateurs dessous la piste par un système de trappe, système de coulisses. Donc on avait des élévateurs qui permettaient de faire jaillir les gladiateurs à travers le sable. Donc vous imaginez les effets scéniques à l'époque que ça pouvait produire sur les spectateurs. Surpris, impressionnés, les spectateurs pouvaient alors assister au combat tant attendu. Et l'un des plus célèbres à s'être déroulé ici à Nîmes a opposé deux gladiateurs stars. Eros contre Xanthus. On connaît par des inscriptions que les deux sont de l'école des Césars, c'est-à-dire une école impériale. L'un a 16 victoires, l'autre a 15 victoires, donc on donne déjà pas mal de renseignements sur leur niveau. Autre élément, ils sont entourés par deux arbitres. Donc ça, c'est une image qu'on n'a pas du tout en tête. Des arbitres qui sont là pour justement témoigner de l'engagement absolu de ces deux adversaires. Un sécoutor, avec un casque et un bouclier, le rétiaire, avec son trident et son filet. Deux redoutables guerriers face à face, pour un combat à l'issue incertaine. Et pourtant, l'un d'eux va être mis à mort. C'est du moins ce que l'on croit. On sait qu'ils sont sortis du combat à égalité. Donc ils ont été renvoyés de l'arène. On n'a pas décidé d'un vainqueur. Ils sont vraiment sur une égalité complète. Et ça atteste de l'importance de ces codes du jeu qu'il faut respecter. Le combat est arbitré. Et si on combat bien, il n'y a pas de raison qu'on soit tué à la fin du combat. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas quelqu'un donner la mort à Zidane parce qu'il a raté son match, mais c'était pareil à l'époque. On veut voir du spectacle, on veut voir du combat, et à la sortie, on va gracier probablement dans 90% des cas. Donc on ne vient pas là pour voir la mort. Mais la mort, elle est très fréquente finalement dans cette société-là, beaucoup plus que dans la nôtre. Et donc on ne va pas mettre en spectacle un phénomène qui est au fond assez courant. Pas de mise à mort systématique, pourtant le public a bien souvent le destin du vaincu entre ses mains. Chez les Romains, l'instant sublime, c'est l'instant où le gladiateur vaincu attend la décision du public, où le public a l'impression d'avoir la vie d'un homme entre les mains. Pouce levé pour gracier le gladiateur, pouce baissé pour le condamner à mort. Là encore, c'est un mythe. Le pouce levé et le pouce baissé, ça n'a aucun sens. Ça, c'est une invention, une pure invention du 19e siècle. C'est une mauvaise interprétation d'un texte antique. Vous imaginez bien 24 000 spectateurs qui font le pouce levé, le pouce baissé. Comment vous voulez compter tous les pouces? C'est impossible. Pour décider du sort du vaincu, le public avait un petit accessoire. Quand ils étaient contents d'un combattant, ils allaient agiter une étoffe qu'on appelle la mappa. C'était une petite serviette qu'ils avaient avec eux pour déjeuner. Ils allaient agiter cette étoffe. Par contre, quand ils étaient mécontents d'un combat, s'ils soupçonnaient peut-être même de la triche, alors là, c'est ce qu'on appelle la bronca. Donc là, les gens hurlaient, ils allaient vraiment tout fracasser. Force est de constater qu'en perçant les secrets des arènes de Nîmes, c'est toute notre conception des jeux romains qu'il faut revoir. À qui la faute? Au film, bien entendu. Mais pas seulement. Ce qu'il faut comprendre dans un lieu comme celui-là, c'est que c'est un lieu où il y a 3 types de spectacles. Tout démarre le matin avec un premier spectacle. Des chasseurs professionnels combattent contre des animaux sauvages. Puis, à midi, ce sont les exécutions à mort des criminels. Le dernier spectacle, instant tant attendu, ne survient que dans l'après-midi, c'est le combat de gladiateurs. Notre vision a tout mixé, c'est-à-dire on se dit finalement le gladiateur il combat contre des lions, puis c'est le chrétien qui est condamné à faire le gladiateur contre des lions. On mixe tout ça et ça nous donne cette image finalement cruelle, violente, assez sadique. Oublions donc l'image de l'esclave jeté en pâture aux bêtes féroces. Oublions nombre de mythes et de croyances qui entourent les gladiateurs. Car ici à Nîmes,
Comme dans d'autres amphithéâtres, ce sont des spectacles intenses et violents qui se sont déroulés, mais bien loin des jeux de massacre que nous croyions connaître. Les travaux archéologiques et historiques nous permettent donc aujourd'hui de percer peu à peu le mystère des combats de gladiateurs. À 700 km plus au nord, sur les bords de la Vienne, un autre lieu a fait lui aussi l'objet de nombreuses recherches. La forteresse royale de Chinon. Situé sur une position stratégique en surplomb de la ville de Chinon, ce château médiéval a été l'une des places fortes des rois d'Angleterre, puis des rois de France. Mais c'est en 1429 que ce château fort va connaître son épisode le plus emblématique et le plus intrigant. Une rencontre improbable entre le roi de France et une jeune bergère qui va donner naissance à la légende de Jeanne d'Arc. Elle entre et elle reconnaît le roi, et c'est cette reconnaissance qui est un miracle, quelque chose d'étonnant, de mystérieux. Mais si on croit tout savoir de la fameuse pucelle d'Orléans, c'est ici à Chinon que se construit un mythe bien loin de la réalité. C'est une paysanne pas connue, qui n'a rien fait, qui n'a rien prouvé. Le roi en reçoit probablement des dizaines comme elle. Si Jeanne d'Arc n'était pas tout à fait le personnage que nous ont vendu certains livres ou certains films, qui était-elle vraiment ? Le rôle de Jeanne d'Arc n'est pas tellement celui d'une combattante. Elle n'a pas la formation voulue d'ailleurs, c'est plutôt un symbole. Comme une espèce de porte-drapeau, quelqu'un pour donner confiance. C'est avant tout un porte-étendard, et d'ailleurs la pièce principale de son équipement, c'est l'étendard, et elle dira elle-même qu'elle préférait 100 fois son étendard à son épée. Pas vraiment une guerrière ? En tout cas, une femme suffisamment déterminée pour convaincre le roi de France qu'elle était l'envoyée de Dieu, capable de changer le destin de la France. Que s'est-il donc passé derrière les murs du château fort de Chinon pour que le roi de France confie à cette jeune femme du peuple le sort de son armée ? Certainement l'un des épisodes les plus mystérieux et les plus étonnants de l'incroyable histoire de Jeanne d'Arc. Février 1429, un cavalier arrive au château de Chinon, ou plutôt une cavalière. Cet habillement lui donne un aspect androgyne en quelque sorte. Elle a 19 ans, 18-19 ans. Et comme ça, on ne sait pas si elle est une femme ou un homme. Cette jeune femme travestie, c'est Jeanne d'Arc. Une bergère qui ne doute de rien. Son ambition, rencontrer le roi de France en personne. Car Charles VII est installé ici depuis 2 ans environ. Une partie de la cour royale vit à Chinon seulement, il faut considérer ça comme un état-major militaire. Cette rencontre, elle en est persuadée, va changer le cours d'une guerre qui n'a que trop duré. Car à cette date, nous sommes en pleine guerre de 100 ans et l'autorité du roi de France Charles VII est contestée. La guerre de 100 ans est surtout une querelle de famille entre les Lancastres anglais et les Valois français. On ne sait pas qui a raison dans cette guerre, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est une guerre pour le trône de France. 2 rois réclament donc la couronne de France. D'un côté, Henri VI pour les Anglais et Charles VII pour les Français. Résultat, le royaume est coupé en 2. Et à Chinon, Charles VII est préoccupé. Non loin de là, Orléans, l'une des principales villes du camp français, est assiégée depuis plusieurs mois. Le roi a déjà envoyé une expédition de secours à Orléans. Le 12 février 1429, ça s'est terminé par un désastre absolu. Les gens d'Orléans vont peut-être se rendre, ou alors il faut envoyer une seconde expédition de secours. Vous voyez, la situation est très incertaine. Le siège d'Orléans est l'illustration parfaite de cette guerre qui s'enlise depuis 92 ans déjà. À cela, une raison principale. Les forces sont relativement équilibrées. D'un point de vue militaire, les Français ont une grande puissance de choc, alors que les Anglais ont une grande puissance de tir. Et du point de vue politique et économique, l'équilibre est à peu près égal. Cet équilibre précaire fait que la victoire peut à tout moment basculer dans un camp ou dans l'autre. Comment se sortir de cette situation inextricable ? C'est là qu'intervient Jeanne d'Arc, ou plutôt la légende de Jeanne d'Arc.
Alors la légende veut que Jeanne d'Arc soit attendue par Charles VII, par toute sa cour, puisqu'on la verrait comme la prophétesse qui sauverait le royaume de France. Il y a eu des prophéties qui ont circulé et qui annonçaient sa venue, qu'une fille venue de Lorraine ferait de grandes choses, que le royaume qui avait été perdu par une femme serait restauré par une vierge. Dès son arrivée au château de Chinon, Jeanne d'Arc serait donc menée directement à la salle du trône pour y rencontrer le roi de France. On se trouve dans les ruines de la salle du trône de Charles VII. La salle se situe en fait au premier étage. Il en reste cette gigantesque cheminée. Et c'est à cet étage que se situe la scène miraculeuse ou mythique de reconnaissance de Charles VII par Jeanne d'Arc, première étape de l'histoire de Jeanne d'Arc. La jeune femme prétend en effet qu'elle est l'envoyée de Dieu. Pour s'en convaincre, le roi de France décide de la mettre à l'épreuve. Il la convie à une grande cérémonie. Saura-t-elle le reconnaître au milieu de la foule ? Charles VII s'est dissimulé au milieu de ses courtisans. Il a mis sur son trône un de ses cousins, le comte de Clermont, et en fait rentrer Jeanne d'Arc. Et le but, c'est de tester ses pouvoirs divinatoires, en quelque sorte. Donc elle s'approche du trône, elle regarde le comte de Clermont, se détourne, va vers le roi, s'agenouille devant lui. Et elle dit, c'est vous celui que je cherche. Dieu m'a envoyé à vous pour vous dire que vous êtes vrai fils de roi. Et il m'a envoyé pour délivrer Orléans et vous mener sacré à Reims. Cette scène mythique, dite de la reconnaissance, va être popularisée durant les siècles suivants au travers de la peinture, du théâtre ou encore du cinéma. Ce moment est généralement considéré comme le premier miracle accompli par Jeanne d'Arc. Mais en réalité, les choses ne se sont pas du tout déroulées de cette manière-là. Alors malheureusement, cette belle scène de reconnaissance, c'est une légende qui apparaît 2 siècles environ après. Il n'y a pas de raison objective pour le roi de recevoir Jeanne d'Arc en grande cérémonie. Elle arrive directement de Domrémy, elle n'est connue par personne, elle n'a rien fait, elle n'a rien prouvé encore. En effet, qui peut imaginer que le roi de France puisse faire confiance à une petite bergère sortie de nulle part? Et c'est bien là tout le mystère de Chinon. Car si la scène de la reconnaissance n'a jamais eu lieu, Jeanne d'Arc a pourtant bel et bien rencontré Charles VII, mais dans des circonstances totalement différentes. Pourquoi l'homme le plus puissant de France va-t-il accorder de son précieux temps à la jeune bergère? Elle est vraiment inconnue et donc on va quand même la faire attendre comme quelqu'un du peuple et même elle a peut-être attendu moins que certains puisqu'elle a quand même été reçue par le roi. Ce qui convainc Charles VII, c'est probablement parce que Jeanne d'Arc prétend qu'elle est envoyée par Dieu pour l'aider à reconquérir le royaume de France. On est ici dans la chambre du roi, dans les logis royaux. C'est là que Jeanne d'Arc va rencontrer pour la première fois Charles VII. Cette première rencontre se fait en petit comité, mais le roi reste sur ses gardes. Lorsque Jeanne d'Arc va le saluer, il va dire « Ce n'est pas moi qui suis le roi, Jeanne, c'est un autre ». Probablement parce qu'on l'a prévenu qu'il y avait toujours un risque que ce soit une folle, une hérétique, un assassin. Charles VII lui-même avait fait assassiner son cousin, le duc de Bourgogne, quelques années auparavant, donc on peut penser qu'il craignait un assassinat en retour. Cette entrevue ne dure au final que quelques minutes. La jeune femme est déterminée et sûre de son fait. Mais cela ne suffit pas à convaincre Charles VII. Le roi est pourtant intrigué. Il décide alors d'installer Jeanne d'Arc au château de Chinon près de lui. Donc on est ici dans la tour du Coudray, qui est un lieu important puisque c'est là que Jeanne d'Arc a séjourné pendant qu'elle était à Chinon. Charles VII a un objectif bien précis en tête. Il veut mettre à l'épreuve cette jeune femme qui se prétend l'envoyée de Dieu. Il veut vérifier qu'elle n'est pas en réalité une sorcière. Pour cela, il va la soumettre à un premier examen, un test de virginité. C'est important pour la mentalité populaire. Dans l'idée des gens, en effet, les sorcières copulent avec le démon et donc ne peuvent pas être vierges. Et si elle est vierge, elle ne peut pas être une sorcière. Le test est concluant. Jeanne d'Arc est bien vierge.
Mais cela ne suffit pas au roi. Si elle n'est pas une sorcière, qu'est-ce qui prouve qu'elle est bien une envoyée de Dieu, autrement dit une prophétesse? Il l'envoie alors à Poitiers pour la faire examiner par une commission de théologiens. Il y a des procédures pour savoir si un prophète est un vrai prophète ou un faux prophète. Car les imposteurs sont nombreux à l'époque. Et leurs motivations, souvent les mêmes. Beaucoup de personnes veulent aussi profiter de cela pour s'enrichir, se faire connaître. Il y a donc des critères très précis pour reconnaître les vrais prophètes. Ils doivent avoir des prophéties à l'usage général et non pas à leur usage particulier. Ce ne sont pas des magiciens qui viennent faire la quête, ce sont des gens qui doivent apporter un bien-être pour la chrétienté, pour l'Empire ou pour le royaume de France. Pendant plusieurs jours, Jeanne d'Arc va être soumise à un interrogatoire poussé. Première épreuve, elle doit prouver qu'elle est une bonne catholique. On admet que c'est une fille qui a la foi, que c'est une fille de bonne vie, que en cette période de carême, elle va à la messe, elle jeûne, elle prie. On constate qu'elle est bonne catholique et que, vu la situation, on peut bien passer à l'étape suivante, qui est normalement qu'on demande à l'apprenti prophète un signe qu'il est bien envoyé par Dieu. Un signe, autrement dit un indice tangible de sa qualité de prophète. Et là, Jeanne d'Arc va surprendre ses juges. Le signe pour elle, c'était un signe à venir, c'était qu'elle délivrerait Orléans. Ce signe, donné par Jeanne d'Arc, pose un gros problème aux théologiens. Comment peut-on se fier à quelque chose qui n'existe pas encore? Les conclusions des gens de Poitiers, c'est en gros, nous ne sommes pas sûrs, nous ne sommes sûrs de rien, mais nous allons tenter. À Chinon, cet avis mitigé laisse de nombreux sceptiques parmi les proches du roi. Certaines personnes de l'entourage de Charles VII, comme Renaud de Chartres ou Georges de la Trémouille, étaient fort réticents vis-à-vis de cette fille. C'était quand même un gros pari qu'on devait faire. Et ce pari, Charles VII, contre toute attente, décide de le prendre. Il donne sa chance à Jeanne d'Arc et va l'utiliser comme prophétesse. Et pour convaincre ses capitaines, le roi va organiser une grande cérémonie. Le roi décide de faire savoir, en gros, à tout le monde et à l'armée principalement concernée par le problème d'Orléans, qu'il a choisi d'utiliser la prophétesse. Alors nous revoilà dans la salle du trône, où se tient la seconde entrevue entre Jeanne d'Arc et Charles VII, et où on va mettre en scène littéralement Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc apporte au roi sa propre couronne. Une scène qui symbolise le couronnement à venir de Charles VII. L'intérêt de cette présentation, c'est que Jeanne d'Arc n'a encore rien fait. Elle a promis que le signe de sa mission divine serait la levée du siège d'Orléans, mais on est encore avant la levée du siège d'Orléans, et il faut en quelque sorte asseoir la situation de Jeanne d'Arc face aux capitaines qui vont l'entourer. La suite donnera raison au roi de France. Dans les jours qui suivent, Jeanne d'Arc accompagne l'armée française à Orléans. La ville est assiégée par les Anglais depuis environ 6 mois. Les habitants sont prêts à rendre les armes. Et là, le miracle va se produire. La prophétie de Jeanne d'Arc se réalise. Orléans est libéré en quelques jours et moins de 3 mois plus tard, Charles VII est sacré à Reims. La légende de Jeanne d'Arc est en marche. Une légende qui commence à Chinon. La rencontre entre le roi et Jeanne d'Arc, c'est quand même l'épisode indispensable. Mais on est loin du mythe de Jeanne d'Arc, la guerrière. Jeanne d'Arc a une signification plutôt religieuse. C'est une prophétesse avant d'être une guerrière. Elle était plus utilisée par Charles VII comme un symbole pour dire justement que Dieu était avec l'armée française. Et à l'inverse, pour montrer aux Anglais que Dieu est avec les Français. Coup de génie, coup de poker ou coup de chance? Qu'est-ce qui a bien pu convaincre Charles VII de faire confiance à cette jeune femme venue de nulle part? C'est peut-être là le dernier mystère de Chinon. Aux 4 coins de la France, nous avons pu découvrir des lieux qui renferment chacun des histoires plus énigmatiques les unes que les autres. Des lieux très différents, montagnes,
châteaux, églises ou encore lieux de spectacle. Des lieux qui mettent en scène des personnages légendaires, des reliques mythiques, des trésors inestimables. Peu importe les époques, de l'Antiquité à nos jours, l'histoire de France recèle de nombreuses énigmes qui n'ont pas encore livré tous leurs secrets.